Avec la grande industrie, la résistance ouvrière change de nature et d'échelle. Le folklore rebelle de l'Assommoir fait place dans Germinal à la lutte du prolétariat contre l'abstraction capitaliste. Le capital est devenu une société anonyme dont les actionnaires s'enrichissent en dormant, tels les Grégoire, tandis que les Maheu croupissent dans l'ignorance et la misère. Nous ne reviendrons pas ici sur la bonne conscience bourgeoise ou sur l'enfer de la mine. Chacun se souvient sans doute de M. Grégoire refusant à la Maheu d'une pièce de 100 sous au nom de la morale, ou de Madame Hennebeau, dans son rôle de montreur de bêtes, présentant le Coron à ses invités de Paris comme un vrai pays de cocagne. Chacun se souvient aussi du Voreux qui avale chaque matin sa ration de bétail humain, tel un dieu barbare dévorant ses enfants, ou du Tartaret qui brûle les damnés de la terre de sa chaleur infernale. Catherine roulant sa berline à quatre pattes, Maheu travaillant à col tordu, tel un insecte écrasé entre les pages d'un livre, Jeanlin estropié par un éboulement, Zacharie fauché par un coup de grisou, et bien sûr Étienne et Catherine, prisonniers de la mine inondée, hantent à jamais les lecteurs de Germinal. Ce que nous voudrions brièvement analyser ici, c'est la portée idéologique du roman. Car Germinal n'est pas seulement le roman du prolétariat et de la mine, c'est aussi celui de la grève. L'engagement de Zola aux côtés des grévistes ne fait aucun doute. Il met impitoyablement en évidence toutes les roueries du capital, et d'abord le système détestable du marchandage, qui rend l'ouvrier responsable de sa propre exploitation. Chaque marchandeur est, comme Maheu, un sous-entrepreneur de main-d'œuvre. C'est lui qui négocie les tailles avec la compagnie, lui qui embauche les membres de son équipe et qui répartit la paye entre eux. Pour décrocher un chantier et nourrir ses hommes, chaque marchandeur est donc contraint d'accepter des tarifs toujours plus bas. C'est ce jeu cruel d'enchères à l'envers qui contraint les mineurs à bâcler les boisages au risque d'être broyés par les éboulements. En payant le boisage à part, les patrons font donc mécaniquement baisser les salaires, même s'il en va de la sécurité des mineurs, et leur font assumer les faux frais de l'extraction du charbon. Mais si la grève est parfaitement justifiée aux yeux de Zola, la question se pose pour lui de savoir qui peut en être le porte-parole, car la classe ouvrière est pratiquement muette. Avant l'arrivée d'Étienne à la mine, les charbonniers n'osent se soulager en gros mots qu'en l'absence des chefs devant lesquels ils gardent le silence de la bête muselée. Leur langage ordinaire tourne à vide. Vide du lieu commun, une bonne chope est une bonne chope, comme dit Bonnemort, vide des cancans qui empoisonnent le coron de toutes les rancœurs que l'on est impuissant à porter ailleurs. Étienne va arracher la parole des mineurs à cette aliénation séculaire. Maintenant, chaque soir, chez les Maheu, on s'attardait une demi-heure avant de monter se coucher. Désormais, on s'apercevait de l'humidité des murs et de l'étouffement empesté de l'air. Ainsi émancipé de la résignation de sa race, Maheu prend la tête de la délégation. Il s'écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. Mais cet avènement de la parole ouvrière est aussi une faillite. Qui parle en effet en Maheu? La parole ouvrière n'est pas une parole en première personne aux yeux de Zola. Le plus souvent, elle est relayée, voire confisquée par les politiques. Qui de Rasseneur, le possibiliste, on dirait aujourd'hui le réformiste, d'Étienne, le collectiviste, de Souvarine, l'anarchiste, peut dire la vérité de l'exploitation et les aspirations de la classe ouvrière? Certes, chacun a sa part des sympathies de Zola. Rasseneur, parce qu'il prône la participation aux bénéfices, comme il le fera lui-même dans Travail. Souvarine, parce qu'il est capable de mettre à nu les mécanismes économiques qui échappent à Étienne. Étienne, bien sûr, parce que sa foi de catéchumène anticipe à sa manière les évangiles du romancier. Mais, comme le montre l'épisode de la forêt de Vandame, Zola se méfie de la sourde concurrence entre les meneurs, chacun essayant d'évincer l'autre, dans une surenchère désastreuse et dans une fuite dans l'idéal au mépris des faits. Étienne s'empara tout d'un coup de la foule. Il monta sur un tronc d'arbre en criant « Camarades, camarades !» Il débutait par un historique rapide de la grève, en affectant l'éloquence scientifique.
Des faits, rien que des faits. D'abord, les mineurs ne l'avaient pas voulu. C'était la direction qui les avait provoqués avec son nouveau tarif de boisage. Mais Étienne déjà continuait d'une voix changée. C'était l'apôtre apportant la vérité. Est-ce qu'il se trouverait des lâches pour manquer à leurs paroles? Quoi? Depuis 1 mois, on aurait souffert inutilement? On retournerait aux fosses, la tête basse, et l'éternelle misère recommencerait? Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui affamait le travailleur? C'était trop cette fois. Le temps venait où les misérables poussés à bout feraient justice. La foule, à ce mot de justice, secouée d'un long frisson, éclata en applaudissements. Les dés sont jetés. Incapable d'arrêter le peuple troupeau qui la démuselait, Étienne est pris dans un rude de peuple dont la violence le dépasse, et la crise sacrificielle poursuit sa dynamique inexorable. La crise sacrificielle commence avec la violence réciproque qui pousse à lyncher les camarades redescendus dans la mine sous l'impérieuse nécessité de la faim. Elle continue avec la violence unanime lorsque le groupe refait son unité contre Deneulin. Contre toute logique, c'est en effet ce chef d'entreprise, paternel pour ses hommes, le seul patron qui n'ait pas imposé le tarif inique du boisage, qui sert d'exutoire à la bande. Car l'agressivité humaine, une fois lancée, est une pulsion irrépressible qui doit impérativement se décharger, quitte à se satisfaire au hasard de la rencontre. La régie se recule dans un lointain terrifiant, dans une contrée inaccessible et religieuse. Le capital est une entité abstraite, un dieu inconnu accroupi au fond de son tabernacle. Ce qu'il faut pour résoudre la crise, c'est un bouc émissaire en chair et en os. Deneulin, justement, est un vrai patron, il est là, à portée de main. Or, en s'attaquant à lui, les mineurs détruisent non seulement leur outil de travail, mais encore un puits qui bénéficie des derniers perfectionnements de la science. Le seul puits qui pourrait faire de l'ombre à la compagnie de Montsou, donc. Par là même, ils font le jeu de la régie. Dans le cas où la grève tournerait mal, pourquoi ne pas l'utiliser, laisser les choses se gâter jusqu'à la ruine du voisin, puis lui racheter sa concession à bas prix? Dans la crise de surproduction, qui fait inexorablement baisser le prix du charbon, la grève crée artificiellement de la rareté et fait remonter les prix. La régie de Montsou en profite pour liquider ses stocks, tout en évitant de débourser 1 sou pour les salaires. Elle s'empare du même coup de l'exploitation de Deneulin, qui, n'ayant pas de stock, ne peut résister à la concurrence. Les mineurs ruinent ainsi le seul patron qui admette honnêtement que l'ouvrier paie les pots cassés de la crise, et qui pardonne, des brutes sans doute, mais des brutes qui ne savaient pas lire et qui crevaient de faim.